ville s'éveille. Dans ses murs, derrière les façades, des hommes naissent, grandissent, travaillent, aiment, meurent. S'ils évoluent dans cet univers créé de toutes pièces par leurs semblables, le rapport entre le citoyen et sa ville est souvent vague et équivoque. Comment se sont tissées au cours de l'histoire les relations entre l'homme et la cité ? Dans la panoplie des beaux-arts, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'architecture a toujours occupé une place privilégiée, en ce sens qu'elle est d'une part le reflet de la société, mais aussi d'autre part par le fait que dès qu'elle est construite, dès qu'elle exprime la société, elle devient aussi une contrainte pour cette société. Elle impose un cadre de vie, un environnement, un espace à la vie quotidienne de chacun. Et donc il y a un aller-retour dans ces deux domaines qui est capital. Et donc les rapports entre le citoyen et l'architecture devraient être exemplaires. Toutefois, quand on regarde l'histoire de l'Europe, de son architecture et de ses villes, on trouve extraordinairement peu d'exemples où ce processus, où cette relation s'est déployée d'une manière démocratique. C'est presque même inquiétant. L'architecture répond d'abord et avant tout à des besoins matériels, que soit des individus, soit des groupes sociaux émettent. Dès que ces besoins sont définis, l'architecture s'en saisit et par les moyens de l'architecture, elle sert quasi essentiellement à satisfaire ces besoins, mais également, et c'est très important, à représenter quelque chose. L'exemple type est évidemment l'édification des cathédrales, qu'on présente toujours comme une émanation du peuple, de la population, de la foi collective. Il est intéressant de remarquer qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'architectes, du moins d'architectes au sens moderne du terme. Il y avait des artisans, il y avait des bâtisseurs, pour la plupart anonymes. Et donc c'est dans le cadre d'une culture populaire, d'une culture globale, qui n'était pas encore scindée en culture de classe, que s'exprimait l'architecture de la société. Dès la Renaissance apparaît l'architecte comme une profession autonome, au même titre qu'apparaîtrait au XVIIIe siècle celle de l'ingénieur et au XXe celle de l'urbaniste. Dès que l'architecte apparaît comme profession indépendante, il est évidemment soumis aux forces du pouvoir pour avoir des commandes. Et donc il est l'homme du prince, l'homme du roi, l'homme de l'évêque, ou l'homme des puissances d'argent qui ont les moyens pour investir et bâtir. Et donc la relation entre le citoyen et l'architecture, elle est filtrée par le pouvoir. L'architecture devient un système de représentation, un pur symbole. Mais ce symbole, si c'est un vrai symbole, n'a pas de signification univoque, ne signifie pas exclusivement et définitivement un pouvoir particulier, celui qui l'aurait engendré par exemple. De telles architectures sont extrêmement rares, ce sont généralement des architectures peu intéressantes parce que elles ne sont pas des architectures symboliques, elles ne sont que des architectures tristement fonctionnelles. L'espace architectural doit être une composante harmonieuse de la vie en société et rencontrer les aspirations des citoyens. Nous avons demandé à 3 étudiants en architecture habitant respectivement à Paris, Bruxelles et Barcelone de nous faire découvrir dans leur ville un espace architectural proche du citoyen. Bonjour, je m'appelle Paul Duménier-Dubuisson. Je suis architecte et étudiant au Centre d'études supérieures de conservation et d'histoire des monuments anciens. Et j'ai choisi de vous montrer la place des Abbesses, qui se trouve à Paris, proche de Montmartre en fait. Donc j'ai trouvé cette petite place comme particulièrement réussie. Une espèce de construction de la ville qui s'est faite un peu par hasard. Et on est arrivé à cette sorte d'équilibre. En particulier, ce qui est intéressant sur cette place, c'est qu'on trouve un
un bâtiment qui a été construit en 1977, qui se trouve là, et qui est particulièrement, à mon avis, intégré à cette place et qui la respecte complètement par son échelle. On a un sentiment très fort de quartier, en fait, ici. Que les gens ont l'air d'être contents de vivre ici, il y a des gens qui prennent du temps, enfin, je sais pas, c'est difficile à décrire, mais enfin, on le sent très bien, on le sent très fort. Et en même temps, on peut voir aussi qu'il y a plein de petits commerces, des petits commerces de fruits et légumes. Il y a un petit peu de tout. Il y a à la fois des bâtiments publics, une poste, et puis tous ces petits commerces, en fait, de quartier, de proximité. Et cette échelle aussi de bâtiments, on sent bien que ce sont des logements, il y a des volets aux fenêtres, enfin des choses très simples, quoi. Bon, tout se mélange, enfin ça fait un des endroits les plus riches finalement à Paris. Bonjour, je m'appelle Francette, je suis espagnole et je fais mes études d'architecture ici à Barcelone. Voilà, nous sommes dans le parc de l'Espagne industrielle. C'est un parc qui, dû surtout à sa centralité dans la ville, a un très fort caractère ludique et populiste. Mais aussi, j'ai choisi ce parc parce que je crois qu'il représentait très bien les rapports citoyen-architecture au futur espace architectural qui va lui convenir ou pas. Dans la conception de ce parc, il y a les trois personnages qui apparaissent. C'est l'architecte, c'est la mairie comme client qui paye le projet, puis il y a le citoyen comme futur usager du parc. Alors l'architecte, il a su écouter ce qu'il avait besoin, le citoyen, il a su combiner ses formes constructives pour son architecture de telle façon que son architecture est le signe et le sentiment du citoyen dans son projet. Voilà que la mairie aussi, il a su tenir en compte la responsabilité d'abord du citoyen, puis après une certaine démocratie alors de pouvoir laisser les gens décider ce qu'ils voulaient dans son futur aménagement. Bonjour, je m'appelle Judith et je suis étudiante en dernière année d'architecture et j'habite à Bruxelles. J'ai choisi comme espace architectural pour le lien entre l'architecture et la citoyenneté les Galeries de la Reine. Ce sont des galeries commerçantes du centre de Bruxelles. Et en fait, j'ai choisi cet endroit parce que je crois que les derniers lieux dans lesquels on trouve ces fonctions de communication, de relations, de commerce également, puisque ça fait partie de la vie quotidienne, ces derniers endroits sont peut-être justement ces galeries. Il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui viennent faire des courses, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui jonglent, il y en a d'autres qui parlent. Quelquefois, il y en a qui prêchent et puis il y en a qui se promènent et qui passent simplement. Et c'est un lieu très vivant et très occupé à beaucoup d'heures de la journée et toute l'année. Puis c'est un lieu couvert, donc c'est plus une architecture qu'une place de marché, par exemple. C'est le lieu qui me semble le plus démocratique actuellement. Des choses comme ces galeries, comme ces places de marché, ces endroits où il y a un rassemblement, un brassage de culture et peut-être le dernier endroit où on communique vraiment. Et je crois que la notion de citoyenneté, c'est avant tout cette notion de communication qui manque beaucoup dans les bâtiments actuels. L'espace architectural n'est pas figé dans le temps. S'il nous laisse les témoignages de ce qu'était la société d'autrefois, il évolue et s'adapte aux époques successives. La cité est l'expression de l'organisation sociale de notre civilisation. Souvent, cycliquement, les pouvoirs politiques font des opérations de destruction de villes. Ça vient, Yahvé a fait détruire Sodome et Gomorrhe et Milosevic fait détruire Sarajevo. Ça a été toujours, c'est passé comme ça. Helsinki détruit Grozny, etc. Non? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent détruire quand ils veulent détruire une ville? À mon avis, c'est au fond très simple, la mémoire et la liberté.
Alors, ce qui fait une ville, c'est la mémoire et la liberté. Et c'est sur la base de la mémoire et la liberté, si une ville, vraiment, c'est un lieu de mémoire et de liberté qui exprime une organisation sociale. Il y a un changement de relation entre espace public et espace privé. Et souvent, les espaces publics sont des vrais espaces privés, comme par exemple les grands magasins. Les grands magasins, en ce moment, les grandes surfaces, c'est une forme évidente qui joue le rôle d'espace public. Malgré ça, je pense que continue à avoir une longue et puissante tradition des espaces publics conventionnels, les espaces publics propriété publique, et qui sont des espaces dans lesquels les symboliques jouent un rôle très puissant. Derrière les murs de nos cités européennes vit le citoyen, artisan de la démocratie. Il est cependant trop rarement consulté et trop souvent mis devant le fait accompli. Comment ressent-il l'espace qui l'entoure? Moi, je pense que Paris a quand même gardé une certaine humanité vis-à-vis des citoyens. On peut y habiter et on a encore ce sentiment de quartier dans certains cas. Malheureusement, ils sont allés très loin dans la construction de bureaux, etc. Donc c'est devenu de plus en plus cher, de plus en plus difficile d'y vivre. Mais heureusement, Paris a gardé son caractère, quoi. Les bâtiments sont encore là, il n'y a pas eu trop de massacres comme il y a pu y avoir dans d'autres villes. Donc en fait, il y a eu plusieurs phases dans la gestion de la ville, en fait. Il y a eu une première phase où on n'a pas hésité à casser les quartiers pour construire des immeubles hors d'échelle. Donc on s'est aperçu que ça, c'était une erreur. Maintenant, on en est dans la deuxième phase où on essaye de conserver le tissu, de conserver l'enveloppe, les bâtiments, parce qu'on s'est aperçu que ces espaces urbains publics marchaient bien, leur échelle marchait. Donc on essaye de les conserver. Malheureusement, on est encore dans cet état fragile où on conserve les façades, mais on va casser derrière les façades. Ça s'appelle du façadisme. On ne respecte pas vraiment les bâtiments. On garde leurs murs, mais derrière, on densifie, on rajoute des choses. Et donc, il faudrait qu'on atteigne ce troisième stade où on pourrait conserver l'équilibre très important de mixité avec des habitants, des commerces, et puis aussi des activités, des bureaux, etc. C'est souvent que je pense à la chance que j'ai d'habiter ici à Barcelone. C'est une ville pour moi très aimable, c'est une ville qui a un charme, quoi. C'est une ville qui a su révaloriser ces endroits qui étaient plus intéressants, plus charmants de la ville. Et on retrouve les jardins à l'intérieur des îlots, les façades, on les réhabilite, tout un tas de choses. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est ce caractère méditerranéen, mais qui ne l'empêche pas surtout de regarder vers l'Europe tout le temps. C'est comme un mélange on pourrait dire, de bodybuilding et de yoga qui fait expansionner ses muscles, mais qui en fait, elle veut préserver son essence. Oui, on parle beaucoup de participation, de collaboration, de consultation publique ici à Barcelone. Oui, je pourrais dire que c'est tous les aménagements qu'on a fait ces dernières années. Ça a été fait d'une façon très, on pourrait dire efficace et puis honnêtement efficace parce qu'on a regardé le côté politique et économique, mais aussi on a regardé honnêtement parce que le côté humain a été vraiment considéré. Je me sens plutôt bien à Bruxelles parce que c'est une ville qui d'abord a une échelle qui, je trouve, est une échelle humaine, qui n'est pas dénaturée par une superficie immense, qui garde encore des endroits très pittoresques et qui ont beaucoup de charme.
qui ne sont pas forcément des endroits anciens ou des quartiers anciens, mais qui gardent... ce sont des endroits dans lesquels on se sent encore citoyen, humain, où on peut avoir des contacts et des choses comme ça. Et ça existe encore, heureusement. Mais d'un autre côté, je trouve que Bruxelles est une ville qui est toujours en chantier, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur des motifs financiers ou politiques, alors qu'elles devraient être prises en un consensus avec les gens. Et ça ne se fait pas. De plus en plus... pour des bâtiments importants, on voit des comités de quartier, des choses comme ça qui se mettent en place. Et ça, c'est bien parce qu'il y a un dialogue qui se crée. Mais tout ce qui est enquête publique à propos des nouveaux chantiers n'est pas forcément le fruit d'une concertation entre le citoyen et les gens qui vont construire. Parce que de nouveau, je crois que les intérêts politiques et financiers, quelquefois, prennent le pas sur un bien-être qu'on pourrait apporter aux gens qui habitent un quartier, un endroit, etc. Comme notre société, la ville évolue, se modifie. Si l'espace de vie de nos cités acquiert une dimension nouvelle, il faut cependant garder en mémoire les expériences du passé. Les rapports ont changé de nature à partir des années 50, c'est-à-dire qu'on est passé du qualitatif au quantitatif. Il a fallu répondre à des programmes extrêmement importants et on y a en général répondu assez mal dans la mesure où on a répondu à ces nouveaux programmes sans s'occuper du tout de l'expérience du passé. On a pensé qu'on pouvait partir à zéro, faire table rase. Le résultat était des banlieues infâmes. Au lieu de s'inspirer des centres historiques et de notre culture urbaine qui est probablement la culture européenne la plus intéressante, on a pris, si vous voulez, une sorte d'abstraction et on a décidé de donner des priorités, priorité à la circulation, priorité aux espaces verts, mais on a oublié le sens de la ville, qui est le lieu où tous les hommes vivent et travaillent. Aujourd'hui, on est passé à un stade où je dirais la concertation de la population et la volonté d'implication de la population en matière urbanistique est largement déployée au travers des comités de quartier au niveau des groupes de pression. Je dirais que la problématique se situe beaucoup plus au niveau du monde politique, qui ne prend plus ses responsabilités et qui fait simplement orienter les décisions, soit au gré ou au vent de la volonté du peuple. Or, il est bien clair, et du citoyen, il est bien clair que certains domaines économiques, sociaux, architecturaux, et bien entendu, à partir du moment où on parle d'architecture, on parle de subjectivité, et subjectivité doit être tranchée à un certain niveau de connaissance de choses du domaine. Et là, je dirais que devrait s'arrêter pour moi la consultation populaire et le monde politique devrait prendre ses responsabilités. Mais le citoyen a plus que jamais quelque chose à dire et s'il ne le dit pas, je dirais, eh bien, le risque est grand de voir les villes simplement devenir de simples objets de spéculation ou être livrés à la bêtise, si vous voulez, d'administration ou de techniciens qui feraient des objets pour les objets en eux-mêmes. Le citoyen doit absolument être plus que jamais un militant, dans la mesure où il n'y a plus, si vous voulez, où ces grands blocs idéologiques ont disparu, le citoyen est tout seul, et ça c'est sa chance. C'est-à-dire qu'il peut à nouveau, en dehors de tout parti politique, de toute adhésion idéologique, ils peuvent se regrouper entre eux et défendre la ville qui, après tout en Europe, est le lieu où la démocratie c'est toujours le mieux défendu, les acquis démocratiques se sont faits dans les villes, c'est là où on les défend. Donc l'objet politique du citoyen aujourd'hui, c'est défendre sa ville. L'équilibre est possible entre les différentes fonctions, que ce soit l'espace dans la ville, le citoyen et nous-mêmes. Il est possible, mais il se fait par une concertation, il se fait par un contact préliminaire, mais il faut à la fois que le citoyen, sous sa forme de représentativité, quelle qu'elle soit, que ce soit le comité de quartier, etc., accepte aussi que la décision soit contraire à son opinion ultérieure. Ici, on se trouve au cœur de Paris, ce qu'on appelle le quartier des grands magasins et des bureaux.
Et depuis longtemps, le citoyen n'a plus le droit de vraiment s'exprimer, puisqu'il y a de moins en moins d'habitants et donc les gens étant moins nombreux, ils ne peuvent pas vraiment se défendre. On est arrivé ainsi à une espèce de paroxysme. Et même si, quand on est dans la rue, on peut croire que le Paris a été conservé, le Paris idéal qu'aiment les touristes, le Paris haussmannien, en fait, il s'avère que derrière les façades, et même sur les toits, on a construit, on a rajouté, les grands magasins ont eu le droit de construire des niveaux supplémentaires. Et les bureaux, quelquefois, ont eu le droit de casser derrière la façade et de rajouter des niveaux de plancher. Donc on a gonflé la ville de l'intérieur. Et on continue ça, à tel point qu'on rajoute encore des lignes de métro. En ce moment, on est en train de construire 2 lignes de RER qui traversent encore Paris. On rajoute des gares à l'intérieur des immeubles. Maintenant, on en est à un état de saturation. Ça ne suffit pas de conserver le tissu. Il faut encore essayer de restreindre les fonctions à l'intérieur des immeubles et conserver cette mixité d'habitants et d'activités. En fait. Voilà, on se trouve sur le port de Barcelone. C'était tout des nouveaux aménagements. Avant, c'était le vieux port. Là, il y avait des anciens bâtiments qui permettaient si on voyait les anciens bâtiments ou bien on voyait la mer, on voyait ce qu'il y avait derrière. Il y avait une perspective beaucoup plus lointaine. Alors, j'ai choisi cet endroit parce que c'est un endroit où on a intégré fonctionnellement dans la ville les espaces qui ne servent plus à l'activité portuaire, mais qui font un effet barrière entre la ville et le port et la mer. Ce mauvais rapport citoyen-architecture, c'est dû à qu'on n'a pas réussi à donner aux citoyens ce qu'ils voulaient, cette relation avec la mer due à son caractère méditerranéen, comme citoyen d'une ville méditerranéenne. Il avait besoin de ce vrai contact, ce vrai dialogue avec la mer. Alors c'est le Parlement européen de la ville de Bruxelles qui est en cours de construction. Alors moi je trouvais que c'était un mauvais exemple d'une architecture représentant la citoyenneté. Je trouvais en plus que c'était doublement dommage parce qu'un parlement est quelque chose qui pour moi fait appel à la démocratie et donc à la notion de citoyen. Alors qu'ici en fait le langage utilisé et les formes architecturales ne reflètent pas cette notion. Je trouve d'abord que c'est échafaudé comme une citadelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très fermé, très abrupt, qui a une échelle qui n'est pas du tout adaptée à la ville et aux maisons environnantes. Il y a un paradoxe dans l'échelle du bâtiment, d'abord par rapport au quartier et ensuite dans sa façade elle-même. En fait, on se rend compte qu'on utilise des éléments monumentaux qui se rattachent à l'image d'un pouvoir, un pouvoir autoritaire d'ailleurs, souvent dans le passé. Et ici, on les utilise pour essayer d'exprimer quelque chose qui devrait être un symbole de démocratie et de citoyenneté. Par exemple, le fait d'utiliser un ordre monumental pour une entrée dont finalement les portes ne font pas plus de 2 mètres est quelque chose de paradoxal et d'un peu faux dans ce bâtiment. Je ne sais pas si le citoyen sera perdu à l'intérieur du bâtiment parce que je ne suis même pas sûre qu'il y entre. Je ne sais pas du tout si on va réussir à recréer une place qui accueillerait ces notions de communication qui me semblent importantes dans ce genre de bâtiment. La tradition urbaine est encore très forte parce qu'elle est la tradition de notre civilisation. Nous sommes les inventeurs de la ville. La ville est la seule chose qui met Dieu en colère. Lorsqu'il chasse les habitants de Babel, ce n'est pas parce qu'ils ont construit une tour pour grimper dans les cieux, sans quoi ça lui est un peu égal, mais c'est parce qu'ils construisent la ville. Donc la ville est notre invention. Et là, ça part de diabolique, bien sûr, puisque c'est une invention des hommes, mais ça nous appartient en propre. La ville s'endort. Il faut espérer que demain, derrière ces façades, l'homme continuera à vivre, à grandir, à aimer. C'est aux citoyens à prendre en main l'avenir de sa cité, s'ils souhaitent qu'elle reste humaine.